Société avec Nick Payne. Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone pour cette autre édition de Société. Merci à vous d'être à l'écoute. Alors, à l'émission aujourd'hui, plusieurs sujets d'actualité politique avec nos comparses Steve Fortin et Frédéric Bérard. Dans un instant, bien sûr, l'élection américaine retient notre attention puisque c'est dans quelques heures à peine, enfin ce mardi, le 3 novembre. Et bien sûr, d'autres sujets d'actualité politique, notamment au Québec. Et dans la deuxième moitié de l'émission, nous revenons sur le référendum de 1995, puisque ça fait 25 ans, ça faisait 25 ans hier, le 30 octobre, qu'avait eu lieu cet événement historique. Et nous avons le bonheur de recevoir un acteur important, un témoin, à la fois témoin privilégié et acteur important de cet épisode, l'ancien chef du Parti québécois, aujourd'hui chroniqueur au Devoir, Jean-François Lisée. Alors, dans une trentaine de minutes environ. Alors, d'abord, allons parler actualité politique avec le duo de choc habituel. J'entends déjà des bruits, c'est bon signe. Bonjour Frédéric Bérard. Salut. Et bonjour Steve Fortin. Salut. On n'a pas l'habitude à cette émission et ensemble, vous et moi, de parler de M. Trump et de ses pitreries. On le fait le moins possible parce qu'on passerait l'année à ne parler que de ça. Mais là, l'élection arrive. Si on n'en parle pas aujourd'hui, comme je disais récemment, on n'en parlera jamais. Avez-vous des pronostics? Est-ce que, Frédéric Bérard, là, d'après vous, qui gagne? Ben, de ce que je peux voir, je pense que c'est relativement clair que Biden va l'emporter. Il a même surpris apparemment dans plusieurs États là où on l'attendait pas. Par exemple, le Texas. Ceci dit, j'ai vu une autre étude, ça c'est hier ou avant-hier, je me souviens plus de la source, mais ça avait l'air plutôt crédible, une source classique là, qui revenait sur ce qu'on avait dit la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a une portion appréciable d'électeurs qui, dans un sondage, ne vont pas se vanter de voter pour Trump, mais qui le font, et qui le feront. Et ça, c'est sûr que ça peut venir, changer la donne. Il faudra voir jusqu'à quel niveau, essentiellement. Mais dans tous les cas, moi, franchement, je sais que Joe Biden, c'est pas le gars le plus excitant de la planète. Là, on s'entend bien, il est peut-être même un peu sénile sur les bords, mais tout pour remplacer Trump, là, peuvent même mettre, tant qu'à moi, un melon d'eau, une barre tendre à la place de Trump, ça va faire mon affaire, là, parce que ce gars-là, franchement, surtout s'il entre pour un deuxième mandat, sachant que ce sera par définition son dernier. Faudrait savoir si le melon d'eau et la barre granola ont une base électorale aussi mobilisée et solide que M. Trump. Cependant, Steve Fortin, est-ce qu'on assiste, d'après vous, à une reprise du phénomène de 2016 où le tout commentariat et les maisons de sondage se sont vus asséner une claque au visage par un Trump plus fort que prévu? Est-ce que c'est encore possible, ça, d'après vous? La plus grande remise en question des maisons de sondage en Amérique du Nord s'est produite par quelqu'un qui habite Ottawa. C'est un monsieur qui s'appelle Frank Graves, qui est PDG de la firme Ecos. Suite à la débâcle des sondeurs pour l'élection provinciale de la Colombie-Britannique en 2011, il avait publié une longue étude et il avait dit unapologetic, c'est-à-dire donc sans excuses et sans rien. Il avait analysé à quel point et comment et les méthodes, comment il fallait que ça change. On était à ce moment-là en 2011. Ça a été pour lui le début d'un blog politique où il a regardé l'état de comment on sondait. Et il y a beaucoup de gens aux États-Unis et au Canada qui avaient regardé ça, au Québec aussi, qui avaient regardé ça puis qui s'étaient dit, en effet, il faut absolument qu'on regarde ça. En 2016, il y a plusieurs sondeurs américains qui se sont regroupés puis qui ont dit, savez-vous quoi, on va recommencer, on va revoir comment on fait nos sondages parce qu'il y avait deux phénomènes qui avaient été présents en 2016, c'est-à-dire ce qu'on appelle le voteur discret, celui qui ne veut pas nécessairement dire qu'il était pour appuyer Trump. Ce dont parlait Frédéric Bérard, le vote honteux, socialement difficile à admettre. Il y avait le vote discret, puis l'autre vote qu'on n'avait pas comptabilisé, c'était les gens qui étaient pour aller voter pour la première fois ou des voteurs qui souvent s'étaient abstenus d'aller voter. Et là, cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que il y a eu une telle affluence dans le vote par anticipation. On parle maintenant
maintenant, on approche le 70 millions. C'est plus que la moitié du nombre de votes total. Et je regardais ce matin sur l'excellent site 538, qui est l'équivalent du 308 là, ou 338.com ici, mais aux États-Unis, ça fait plus longtemps qu'il existe. Juste aujourd'hui, il y a une dizaine de sondages qui ont été publiés. Et ce que j'aime, moi, c'est que chacune des firmes de sondage est cotée de A à E. Et quand on regarde ces sondages-là, c'est à peu près, il y en a 9 sur 10 qui donnent une avance significative à Biden. Oui, sauf Rasmussen, je crois. Mais qu'est-ce que c'est ces cotes-là? C'est des cotes de fiabilité? On les a évalués, c'est ça? Et ces cotes de fiabilité-là sont reconnus. C'est pas juste les gens du site qui font ça. En fait, c'est un répertoire où justement t'as des politicologues, tout ça, puis on va accorder une note aussi en fonction des prévisions passées. Et remarquons qu'aujourd'hui aussi, il y a eu une pléthore de sondages régionaux. Au Texas, c'est très particulier parce qu'on le sait, il y a 80 millions de votes déjà comptabilisés, 80% du vote qui a été comptabilisé déjà au Texas. Donc, c'est hallucinant. Là. Il y a l'écrasante majorité des gens ont déjà voté. Donc, on parle de sortie de bureaux de vote de scrutin. C'est 50-48 pour Biden. Et là, c'est différent. C'est pas un sondage sur les intentions de vote. Là, on est capable d'aller chercher du data, mais du data de gens qui ont déjà voté. Donc, tu sais, c'est particulier parce que le vote par anticipation dans chacun des États, c'est très différent comment on procède. Et dans bien des cas, les gens se sont pitchés aux urnes ou sinon ont envoyé leur vote de toutes les façons possibles pour qu'il soit comptabilisé avant. Et ça, c'est tout nouveau. C'est la pandémie, évidemment, qui est aussi... question, je crois que Biden va l'emporter et on est à l'abri des mauvaises surprises comme on avait vu et qui vont éviter qu'un Raphaël Jacob soit penaud devant la caméra et se dise... ou vous, Steve Fortin, parce que j'allais dire par équité, on va vous demander de vous prononcer vous aussi, comme ça on pourra rire de vous également la semaine prochaine, si jamais. Mais dites-moi, Frédéric Bérard, faut dire quand même qu'en 2016, les sondeurs, du point de vue du suffrage, du vote là, en général, n'étaient pas tant que ça à côté de la plaque. Et là, il y a la question de ce système américain de suffrage universel indirect qui passe par les grands électeurs et qui peut donner des disparités entre les suffrages et le résultat. M. Trump, la dernière fois, avait quand même obtenu moins de votes que Mme Clinton. Est-ce que ça pourrait être un élément qui joue en sa faveur encore cette fois-ci? C'est sûr que c'est plus difficile à prévoir qu'ici, par exemple, au Canada, il y a une certaine forme de distorsion. Là, vous l'avez bien dit, je suis d'accord avec vous. Ce que je comprends, par contre, actuellement, c'est que Biden est actuellement jugé beaucoup moins rébarbatif pour plusieurs que l'était Clinton. Moins clivant, c'est ça. Il y avait un vote pro... En fait, Trump a ramassé du vote qui était clairement anyone but Clinton, là on s'entend bien. Et là, évidemment, avec toute l'affaire les conneries là, de la sous-sol de pizzeria à Washington, puis là, toute la patente, le Deep State et trucs mûrs. Les théories du complot, oui. Oui, ça avait créé vraiment clairement une espèce de clivage assez épouvantable. Donc, je suis assez certain qu'en 2016, il y a plusieurs personnes qui ont voté, non pas pour Trump, mais contre Clinton. Alors qu'ici, ce phénomène-là n'existe probablement pas parce que Biden, il est plate comme la pluie, essentiellement, pas grand-chose il n'y a pas grand-chose de rébarbatif, justement. Et donc, de ce fait-là, possiblement, et là, évidemment, je suis incapable de dire dans quelle proportion, qu'une partie du vote, donc que Trump est allé chercher en 2016, qui ne pourra pas aller chercher aujourd'hui, jumelé au fait, évidemment, que l'Américain moyen n'est pas nécessairement un imbécile fini. Là. Tu vois bien là, qu'est-ce que Trump a fait pendant 4 ans. Là, je comprends, il y a quand même encore une force d'attraction énorme. Et oui, il y a un paquet d'imbéciles, là, notamment aux États-Unis. Mais reste que celui qui est allé voter contre Clinton en 2016, après avoir vu le bilan de Trump, si on part de la prémisse qui est moyennement raisonnable, là, ça n'a juste pas de bon sens. Fait que let's go chez Joe. Ça va être plate, mais au moins, on va reprendre une espèce de vie normale. C'est sûr que c'est l'élection, une des premières, une des rares, peut-être la seule qui ne porte pas que sur l'économie dans l'histoire des élections américaines. Là, celle-ci, à cause de la COVID. Mais il reste que l'économie va moins bien qu'elle allait dans les 2 premières années ou 3 là, du mandat de M. Trump. Peut-être que ce sera une difficulté pour lui. En tout cas, chers auditeurs, vous avez remarqué que nos deux Excusez-moi, en fait, ce que vous venez de dire, vous avez parfaitement raison, parce que pendant longtemps, il pouvait dire, regardez, l'économie va bien, ça n'a jamais été aussi bien. C'est ça. Alors, grâce à moi, mais là, évidemment, tu viens de te péter la gueule là-dessus, plus une gestion de pandémie qui est absolument catastrophique. On l'oublie, là, ici, là, mais ils sont rendus à pas loin de 300 000 morts.
j'ose croire qu'il y a des gens là-dedans qui vont s'en rappeler, là. Alors, vous avez vu, chers auditeurs, nos deux experts prédisent une victoire de M. Biden. Je ne me prononce pas parce que moi, je suis l'animateur, alors évidemment. Nick, j'aimerais quand même, je veux juste dire un truc sur ce que Frédéric a dit. On a cette fois-ci été capable de sonder justement selon une donnée qui est très intéressante en terminant là-dessus. En 2016, il y avait effectivement un vote de gens qui disaient ni un ni l'autre des deux candidats nous intéresse, et ce vote-là a plutôt été vers Trump, tandis que cette fois-ci, quand on pose la même question à des gens qui sont plutôt des indépendants, des indécis, Biden remporte ce côté-là, puis ça va jouer. Alors, à suivre. Traversons la frontière, allons chez le petit voisin du Nord, le Canada, Justin Trudeau, cette semaine pas cette semaine, hier en fait, qui s'exprimait dans la foulée des épouvantables événements survenus en France ces derniers temps. Bien sûr, ce meurtre d'un professeur, M. Samuel Paty, suivi du meurtre de 3 autres personnes dans une cathédrale de Nice. M. Trudeau était appelé à se prononcer dans ce contexte-là sur la liberté d'expression et ses éventuelles limites, si on veut. Et justement, c'est ça la position de M. Trudeau. Il a dit, vous savez, la liberté d'expression, oui, nous allons la défendre avec force. Par contre, elle a des limites. Voyez, par exemple, vous n'avez pas le droit d'entrer dans un cinéma et de crier au feu. Ce parallèle en a fait, pas juste le parallèle, en fait, cette position-là, qui est une sorte de oui, mais, a suscité beaucoup de critiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Frédéric Bérard, vous qui avez reçu Trudeau dans votre studio? Oui. Il est reparti depuis. Oui. Mais c'est minable. C'est minable, en fait. Ce que dit Justin, c'est minable. Il n'y a pas vraiment d'autres mots, malheureusement. Mais essayons de sortir du concert, juste pour essayer de me faire l'avocat du Trudeau ici. Est-ce qu'on peut arriver dans ce débat-là à dire, c'est vrai qu'il y a une forme de bienséance en même temps qu'il faut respecter, ou est-ce que du seul fait d'avoir répondu ce qu'il a répondu dans le contexte actuel, M. Trudeau a commis une bourde? Quand il dit que la liberté d'expression n'est pas absolue, évidemment qu'il a raison, je me fais en cap pour l'expliquer à chaque jour, dans des chroniques ou autres. Mais c'est parce que là, on ne parle pas, les limites en question, là, c'est pas compliqué, c'est l'incitation à la violence ou la propagande haineuse. Ah, c'est ce qui est prévu par la loi, en fait. Oui, ce qui est prévu par la loi. Là, diffamation. Nous ajoute un nouveau standard moral, là, pro-woke. Ça serait bien qu'il nous en fasse la description et qu'on reçoive le mémo, là, parce que moi, je n'étais pas encore au courant. Donc, tout ça pour dire que si tu dessines Mahomet, moi, j'ai pas vraiment d'intérêt. Premièrement, je dessine très mal. Puis, deuxièmement, je m'en fous de Mahomet. À vrai dire, j'ai d'autres obsessions que ça dans la vie. Il y en a qui sont obsédés par les musulmans, puis ça les excite. Qui s'excite avec ça? Mais la liberté d'expression, justement, protège le discours qui choque. Si le discours ne choque pas, vous n'avez pas, puis ne déplaît pas ou ce que vous voulez, vous n'en avez pas besoin de liberté d'expression. Véronique Cloutier n'a pas besoin de liberté d'expression parce que tout le monde l'aime, Véronique Cloutier. Fait qu'on s'en fout. La liberté d'expression, elle est utile quand quelqu'un dit des trucs qui brusquent, qui choquent. À l'époque, c'était face au roi, par exemple, face à la gestion de ci, face à la gestion de ça. C'est pour ça qu'on a protégé cette liberté-là dans les instruments internationaux et ainsi de suite, et par la suite au Canada, au Québec. Donc, de me dire, oui, mais là, en d'autres termes, le cinéma crié au feu. Fait que là, tu es en train de me dire, en gros, si j'ai bien saisi, que le gars a un peu couru après. Fait que c'est un peu la métaphore de la fille qui s'est fait violer parce que sa jupe était trop courte. T'sais, s'il avait fermé sa gueule avec Mahomet, il serait pas mort. Évidemment. Fait que dis-moi non, ça sert à quoi la liberté d'expression à ce moment-là? Steve Fortin. Elle a adopté un discours woke, fait plaisir. Ah ben non, mais je veux pas. Puis ça, c'est dit, comprenez-moi bien, moi, je suis pas Charlie. Les gens disent, je suis Charlie, je suis pas Charlie. Charlie, je le trouve islamophobe, Charlie. J'aime pas Charlie, je trouve pas ça drôle. Je trouve ça épais et dégradant. Mais là, c'est-à-dire que vous l'êtes et vous ne l'êtes pas en même temps. Vous n'êtes pas un fan de la publication, mais vous êtes en faveur de la liberté d'expression, y compris pour Charlie Hebdo, non? Exact. Donc, je ne suis pas Charlie, mais je suis pour la liberté d'expression. Donc, oui, Charlie a le droit de faire ces trucs-là. Et s'il vous plaît, dites-moi pas qu'ils sont responsables de ce qui est arrivé en 2015. Là. Il y a quand même une limite à ça, bien que l'espèce d'argument de Justin s'en va vers ça. Mais une fois qu'on a dit ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on peut juste se rappeler de l'importance de cette garantie fondamentale-là? Parce que là, elle recule partout, là, dans les universités. Là, tu cites un livre,
pas drôle, là. Tu sais, je veux dire, le livre de Vallière, ou là, c'est un autre de La Ferrière, pardon, et là, tu te fais semi-barré, 3/4 barré ou barré tout court en te faisant botter le cul jusque dans la stratosphère. Là, ça va pas, là. C'est de la maladie mentale, là, cette histoire-là. Ça a juste plus de bon sens. Je ne peux même plus citer une œuvre. Alors, Steve Fortin, Frédéric Bérard parlait à l'instant du mouvement woke, donc cette nouvelle gauche américaine, à l'américaine à tout le moins, là. Woke, ça veut dire éveillé, cette gauche qui se dit éveillée au sort des minorités et ainsi de suite. Des minorités les plus parfois obscures qu'on ne connaissait pas jusqu'à récemment. On cherche à les défendre, mais on voit là qu'il y a un pont entre cette gauche-là, une sorte de préjugé favorable aux religieux en quelque sorte. Hein? Ça touche, ça recoupe la question sur laquelle s'exprimait M. Trudeau. Est-ce qu'on a raison de faire ce parallèle, comme vient de le faire Frédéric Bérard, entre les événements ici, par exemple au Québec ou ailleurs, là, sur ces professeurs censurés ou qu'on veut censurer parce qu'ils prononcent des mots qui sont désormais interdits, qu'on veut interdire, et ce qui s'est produit, des choses aussi violentes que ce qui s'est produit en France? En fait, ça ne date pas d'hier, mais par rapport à la métaphore sur le cinéma, moi j'ai lu quelque chose d'un monsieur Léger que je ne connais pas, mais que je trouve absolument phénoménal. Ceux qui ont publié les caricatures de Mahomet n'ont pas crié au feu dans un cinéma bondé, comme le dit Trudeau. On leur a présenté un film qui a déplu à des abrutis qui ont décidé de mettre le feu au cinéma. Puis moi je trouve que c'est mieux cadré comme ça, parce que c'est pas d'hier en passant que des progressistes, des supposés progressistes, je le mets entre guillemets parce qu'il y a absolument rien de progressiste à se liguer ou à défendre des positions qui vont plaire aux pires orthodoxes religieux. Mais souvenons-nous quand même que la première manifestation anti-laïcité à Montréal, moi j'ai vu un paquet de monde qui se disait des progressistes puis qui sont partis marcher en arrière de Salam El-Meniaoui puis Adil Sharkawi. Allez voir ce qu'il publie dernièrement, Adil Sharkawi, sur ses réseaux. Ça commence à faire peur un peu. J'aime pas ça, pas en tout. On est là puis on dit oui, mais regardez, à tel ou tel endroit, il y a des gens qui tiennent des discours qui sont absolument... Dans un instant, oui. C'est ça, regardez, là. Là, en ce moment, ce que fait Justin Trudeau, c'est borderline clientélisme religieux. Il veut pas déplaire à certaines personnes. On sait très bien, puis moi, ça commence à me taper un peu ses nerfs, parce que quand je vois quelqu'un qui me dit « Ouais, mais moi, je suis pas raciste, mais tout de suite, je vais me cambrer, je vais dire « Hey, attention, là, c'est ça, j'aime pas le mais. » C'est exactement ce qu'il fait. Je suis pour la liberté d'expression, mais il n'y a pas de mais. Il y a des gens qui aiment pas Charlie Hebdo, puis à l'époque, il y a des gens, quand Fluide glacial était publié ou quand on lisait Les idées noires de Franquin, il y a des gens que ça les déplaisait, ou Claire Bretécher, je veux dire, mais on ne va pas là. Puis Claire Bretécher, là, elle a ri, là, mais aujourd'hui, ce serait impossible qu'elle puisse publier des trucs qu'elle a publiés sur, par exemple, je sais pas, moi, sur la communauté LGBT, elle a fait des trucs qui étaient très, très loin, et pourtant, c'était de l'ironie dans bien des cas. Mais là, maintenant, on embarque dans quelque chose qui est complètement différent. Puis je lisais ce matin la commission scolaire English Montreal qui accepte qui va biffer le titre. Qu'on met ça sur le mot nègre dans des manuels scolaires. Oui. Est-ce qu'on l'aime, ce nouvel environnement-là? Là? Où c'est que ça nous amène, tout ça? Ça nous amène où? Ça va nous amener à Frédéric Bérard, là, parce qu'il y avait une objection, puis il faut qu'on change de sujet après. Allez-y donc, Frédéric Bérard, en quelques secondes. Mais très, très brièvement, il ne faut pas tomber dans l'amalgame non plus. Là. Si l'imbécile Adil Sharkawi est à une manif X, il y a d'autres gens dans cette manif. Il l'organisait, c'était lui, c'est l'organisateur principal. Excuse-moi, OK, là, c'est pas pareil. Là. C'est son collectif qui était là, puis il y a des gens qui sont allés marcher là, puis à un moment donné, moi j'ai connu des gens qui ont quitté à un moment donné cette manif-là, parce qu'ils ont dit, oh, attention, là, on veut pas être là. Mais quand même, il faut... Moi, je suis sûr que Sharkawi est payé par des identitaires juste pour être sûr d'assurer le clivage puis mettre tout le monde en beau joie le vert. Alors, c'est le moment où je reprends le contrôle de mon émission à nouveau. Parlons un instant. Oui, elle est bonne. Parlons du référendum de 95. Ça va nous permettre de faire le pont avec notre prochain invité. On a beaucoup parlé du 50e de la crise d'octobre, un peu moins du 25e du référendum de 95. Peut-être que c'est une question quantitative. Là, quand on sera rendu à 50, on en parlera davantage. Frédéric Bérard, je commence par vous parce que vous êtes quand même parmi nous l'homme de gauche inclusif, progressiste, qui a sans doute mal vécu les propos par exemple, de Jacques Parizeau le soir du 30 octobre, mais vous avez annoncé, vous, sur les réseaux sociaux, que vous avez voté pour le oui. Qu'est-ce que vous
quel est le premier sentiment que vous avez quand vous repensez à cette époque-là? Oui, c'est de la belle nostalgie. Moi, ça a été la première fois que j'ai voté. J'avais 18 ans tout juste. Puis j'ai milité pour le oui. Je sais plus, là, vice-président au Smoke Meat dans un comté électoral quelconque. Là. Ah, ça vous va bien, ça. Oui, on vous voit au Smoke Meat. Oui, très bien, oui. Blaguez pas, parce que certains me voient très bien au Smoke Meat. Oui. On veut vous rôtir. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, j'étais souverainiste depuis assez peu, parce qu'évidemment, à 18 ans, bon, j'ai pas eu le temps d'avoir un tour d'horizon très, très large. Mais moi, les propos de Parizeau, puis j'ai raconté l'incident là, dans ma chronique, m'ont vraiment frappé. Pardon? Oui, non, je vous écoute. Oui, c'est ça, ok, pardon. Ouais. L'incident m'a vraiment frappé comme un coup de barcade dans le front. Ça m'a pris 1 an, je dirais, avant de retrouver mes gardes en quelque sorte. J'ai décroché complètement du mouvement. Mais j'ai envie de vous poser une question là-dessus, parce que le discours que vous tenez, on l'entend souvent quand même. Et moi, à chaque fois, je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que c'est, pardon de poser la question franchement comme ça, est-ce que c'est une excuse? Est-ce que un seul homme, à un moment précis, a très clairement une défaillance? Je pense que tout le monde s'accorde généralement pour dire que c'était pas le bon discours au bon moment, même si tout le monde n'est pas d'accord sur la pertinence de ce que M. Parizeau a dit sur le fond, là. Mais est-ce que c'est pas un peu facile quand même, parce que de dire ça, là, de dire moi je décroche complètement de cette option parce que Parizeau a dit ça le 30 octobre 95, est-ce qu'on doit pas regarder l'allure générale d'un mouvement politique davantage que la déclaration d'un chef à un moment précis? Bien, évidemment, puis Parizeau, je l'ai connu très, très, très brièvement par la suite. Ce gars-là, il n'est pas plus raciste que moi, ça n'a rien à voir. On l'a vu sortir très fort contre la Charte des valeurs aussi, de son propre parti. Mais évidemment, tout ça, c'est une appréciation subjective. Moi, je vous dis que le CQ de 18 ans... À ce moment-là, c'est ça que ça vous a fait. Oui. Moi, oui. Puis alors, à savoir si c'est justifié ou non, moi, en fait, je pense que oui. En quelque sorte, c'est justifié. C'est parce que moi, d'entendre un premier ministre tenir ce genre de propos... Je veux dire, faut pas me dire que c'était pas préparé, là, en quelque sorte. Il y en a qui disent, oui, il est improvisé, là, je comprends, mais il est pas con, là, il savait qu'il était encore premier ministre à ce moment-là. Quoique. Je trouve le moins beau chez les gens. Puis quand j'ai entendu que Bernard Landry avait engueulé une proposée dans un hôtel qui était mexicaine en disant c'est de votre faute et c'est ça, moi, je peux pas faire partie de ça. Maintenant, est-ce que le mouvement est raciste? Ben non, j'ai jamais pensé ça, puis je dis pas ça non plus. Mais quand ils sont arrivés à flirter avec l'identitaire, après le truc, les accommodements raisonnables, puis la charte des valeurs, et ça là-dessus, j'aime bien Jean-François Lisée, là, qui nous écoute peut-être, que je salue d'ailleurs. Ben, il sera avec nous un peu plus tard. C'est une erreur monumentale pour le PQ. Et là, ça fait 12 ans qu'on parle de ces conneries, j'insiste, là, de conneries identitaires, de chasse aux voiles imaginaires, plutôt que de parler d'indépendance. Moi, je me rappelle des débats à l'époque avec les Parizeau, avec les Bouchard, avec les Johnson et compagnie, qu'on les aime, on les aime pas, on s'en fout. Mais c'est des gens intelligents, c'est des gens éduqués. Là, on a tombé dans une espèce de populisme de fond de tonne qui fait en sorte qu'on ne parle plus d'indépendance. J'espère que c'est pas à vous que je suis obligé d'apprendre ça. Nick Payne, là, l'indépendance n'existe plus dans la sphère publique. Ce qui importe, c'est l'identité. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, la CAQ, qui est un parti fédéraliste, la dernière fois que j'ai regardé, a ramassé ce beau vote-là, a dit merci, bonsoir. Là, je suis assis bien au pouvoir. C'est une indépendance, mais regardez bien, probablement que le PQ va se faire sortir aux prochaines élections, puis on entendra tout parler après. Alors, revenons à 95. Là, vous nous avez ramené en 2020. Steve Fortin, en 95, vous croyez savoir que vous votez pour le oui? Ben oui, bien sûr. Et puis, j'ai aucun problème avec la déclaration de Jacques Parizeau. Elle était malvenue au moment qu'elle a été faite, c'est bien certain. Mais je veux dire, on a pardonné des trucs qui sont pas mal plus. Tu sais, je veux dire, en gros là, quand il est sorti, quand il a parlé de l'argent puis du vote ethnique, l'argent, il savait très bien. Moi, j'écoutais Mme Harel cette semaine qui se rappelait de cette époque-là puis qui disait tabarnouche, on comptait chacune de nos scènes. Puis ensuite, ben on repense à Jean Chrétien avec ses balles de golf puis son petit unifolié dessus qui dépensait sans compter, puis il fallait sauver le pays, puis il nous rit d'en face, ou le PDG de TELUS qui dit, moi, j'étais bien content. Écoute, il savait très bien, il savait compter, ce monsieur-là. Par rapport au vote ethnique, c'est certain qu'à un moment donné, il avait fait tellement de représentations dans certaines collectivités, puis quand il s'est
s'est rendu compte, quand il l'a su, là, ça se savait déjà, là, il savait déjà ce soir-là. Il faut lire le livre de Pierre Duchesne, d'ailleurs, puis il faut l'écouter quand il en parle, parce qu'il le connaissait très bien. Je veux dire, c'était quand même, tu sais, dans un comté, là, le jour où les Québécois de souche vont voter pour la CAQ à 97%, on va dire, tabarnouche, ça se peut que ce soit un vote ethnique? Ben, tu sais, je veux dire, on n'a pas le droit de le dire, faut pas, tu sais, il fallait peut-être pas le dire, mais il a été déçu par rapport à ça. Maintenant, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, on peut même pas saluer, tu sais, parlez-en à Sol-Zanetti, qui a juste essayé de dire, ça fait 5 ans qu'il est décédé, puis qu'il a publié ça, puis s'est fait ramasser. T'as pas le droit de parler de Jacques Parizeau dans son parti, ça a l'air, si t'ajoutes pas qu'il est raciste. Tu sais, moi, j'ai de la difficulté avec ça, parce que souvenons-nous d'une chose, ceux qui ont lu le livre de Robin Philpot, sur les dossiers noirs du Canada, livre noir du Canada, quand on lit ça, non, c'est normal, Esther, excusez-moi, quand on lit ça, puis qu'on se souvient que, par exemple, Christophe Sirois, tout de suite après, qui dit, dans une radio allophone de Montréal, qui dit, ben, de toute façon, par l'immigration puis le vieillissement de la population, le oui, ça sera plus possible. Mais moi, je trouve que c'est dans le même ordre d'idée que si on veut comparer des déclarations de parlementaires, là, ben moi je trouve qu'il y a là-dedans aussi quelque chose qui est très très préjudiciable. Mais ça a été repris par plusieurs ténors fédéralistes et on le savait très bien. Ben quand on regarde aujourd'hui, quand on veut parler de questions identitaires vues d'aujourd'hui, ben surprenons-nous pas. Puis en passant, pour mon ami Fred, il n'y a rien de plus identitaire comme discours en ce moment que celui de la gauche. La gauche maintenant tient le discours le plus radicalement identitaire qu'il n'y a pas. Puis l'idéologie intersectionnelle, c'est l'aboutissement de tout ce qu'on... C'est le combat. Ouais, ce ne sont pas des identités nationales, ce sont... Ouais. Écoute, moi, je suis tanné d'entendre ça. On plaque toujours identitaire sur... Mais non, tous les discours en ce moment qu'on entend sont identitaires. Puis la gauche fait là-dedans en masse et à côté. Ça qu'on vient de pas me dire le contraire. En terminant là-dessus, attendez, Frédéric Bérard, je vais vous poser une question qui va vous amener là de toute façon et on va compléter avec ça parce que le temps nous bouscule un peu. Est-ce que Alors, Jean Royer, cette semaine, ancien chef de cabinet de Jacques Parizeau, notamment pendant cette période charnière là, du référendum, expliquait que après avoir longuement étudié les résultats électoraux de 1970 jusqu'à 94, on était venu à la conclusion, avait constaté d'abord que le vote non francophone au Québec était, pour les souverainistes, là, d'une façon ou d'une autre, était essentiellement stable et, inutile de le dire, très, très bas. Et on avait fait une croix dessus avant la campagne référendaire. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et par conséquent, pas par conséquent plutôt, mais est-ce que ça se peut, d'après vous, parce qu'on est là entre Québécois, Canadiens, Français à discuter du référendum et des déclarations de Parizeau, est-ce qu'on a ou non fait de la peine aux allophones et aux anglophones, mais est-ce que de toute façon, ils peuvent un jour vraiment, de façon significative, appuyer une proposition d'indépendance du Québec, d'après vous? Ben là, vous parlez d'allophones et d'anglophones, mais je veux dire, le vote ethnique, là, ça vaut de ça, là. Mathématiquement, là, c'était stupide, puis la charte des valeurs, c'était aussi stupide. Parce que c'est bien dommage, mais dans un référendum, si vous voulez le gagner, là, vous le gagnerez pas avec Saint-Roch-de-Lachignan et Rimouski-Ouest, là. Ça marchera pas. Ça va vous prendre Montréal. Ça fait en sorte qu'il y avait des gens là-dedans qui avaient des sympathies assez fortes pour le mouvement indépendantiste. Par exemple, les Libanais, par exemple, à peu près tous les Maghrébins. Pourquoi? Parce qu'ils sont francophones. Les Haïtiens, notamment, oui. Les Haïtiens aussi. Mm-hmm. Et là, tu es en train de dire le vote ethnique. Le vote ethnique, à moins que je me trompe, là, ça vise justement les Haïtiens, les Maghrébins, les Libanais. Alors, Parizeau s'en est expliqué en disant les votes ethniques, hein, donc les votes en bloc de certaines communautés. Mais vous avez 10 secondes pour répondre à ma question. Est-ce que ça se peut ou ça se peut pas, de façon plus large? Tiens, prenons les anglophones là, du Québec. Les imaginez-vous? Non, mais les anglophones, probablement jamais. Mais les autres dont on parle, moi, je pense qu'il y a une possibilité. Puis ça, de toute façon, c'est pas leur problème, c'est le problème du mouvement indépendantiste. Donc, c'est un peu comme si vous me disiez, Nick, on les aura jamais, fait que tant qu'à ça, on va laisser faire, puis on va leur taper sa tête. Ben ouais, mais moi, j'ai pas dit ça. Je suis l'animateur de l'émission. Chers collaborateurs, Frédéric Bérard, Steve Fortin, toujours un plaisir de vous entendre. Retournez vous confiner. On vous parle la semaine prochaine. Salut bien. Au plaisir. Dans un instant, Jean-François Lisée est avec nous. À tout de suite.